Alors, Phantasmagoria 2 est un jeu point and click d'horreur sorti en 96, développé par le studio Sierra, réalisé et scénarisé par Lorelei Shannon. Il n'est pas la suite du premier, donc du coup, enfin, on pourra en parler, mais c'est pas très très important. Donc du premier Phantasmagoria, et n'a que très peu de points communs avec lui. Il permet d'incarner le héros Curtis Craig, enquêtant sur une série de meurtres dont il est suspecté à tort d'être l'auteur. Ce faisant, il découvrira sa véritable nature, celle d'un être hybride. Voilà, créature née de cellules humaines dans une autre dimension. Ces cellules auront été récupérées sur un enfant projeté par un portail qui se trouve être le vrai Curtis Craig. Ce portail est sujet d'expériences menées par l'entreprise Wintech, dirigée par Paul Warner, l'employeur de notre avatar. Ce patron se révélera être le véritable assassin, ses motivations étant de supprimer ceux et celles qui l'empêchent d'une manière ou d'une autre de mener à terme ses projets de recherche et d'utilisation du portail. Tout au long du jeu, Craig sera amené à croiser de nombreux personnages, principalement ses collègues, son meilleur ami Trevor, homosexuel, cela est important dans le jeu, son amante Jocelyn, ainsi que sa maîtresse Thérèse, qui l'amènera dans un club sadomasochiste. Parmi les lieux visités, nous retrouverons les locaux de Wintech avec ses bureaux et son portail caché, l'appartement de Craig et la dimension parallèle dont il provient. Pendant que le personnage mène ses investigations, le vrai Curtis Craig, resté prisonnier de la dimension parallèle, ne cessera de lui montrer ses hallucinations violentes et accessoirement tuera les rares personnages qui voudront aider le héros, c'est-à-dire Trevor et sa psychanalyste. Ces hallucinations feront croire au protagoniste qu'il redevient fou. En effet, un an avant la période du jeu, le héros a déjà été interné en hôpital psychiatrique sous la responsabilité du docteur Marek, lui-même complice de Warner. Nous incarnons donc un personnage fragilisé, se demandant constamment s'il ne perd pas la raison, et qui, comme cela ne suffisait pas, a été témoin de l'assassinat de son père et a subi les tortures de sa mère, elle aussi une malade mentale. Phantasmagoria 2 n'est pas un jeu tout public. Il traite de maladies mentales, de sexualité et met en scène des morts violentes. Techniquement, il est un mélange d'images de synthèse et de vidéos tournées avec de vrais acteurs, ce qui était assez commun à l'époque, comme Phantasmagoria 1, qui était l'un des premiers à l'avoir fait, je crois. Notre travail portera sur les différentes figures du monstre présent ici. Évidemment, nous analyserons ce qui fait de Craig un personnage monstrueux, en tout cas pour son entourage. Mais nous étudierons aussi les personnages comme les antagonistes, Warner, le patron, ou Marek, le psychiatre, ainsi que le contexte qui les a engendrés. Enfin, nous verrons comment éviter l'écueil de la monstruosité, ou en tout cas de la considérer autrement. Curtis Craig est un monstre. Le joueur l'apprend dès les premières secondes lors de l'introduction, alors que le protagoniste est conduit en direction de la salle d'électrochoc d'un hôpital psychiatrique. Celui-ci se fait traiter à ce moment-là par une malade mentale, c'est-à-dire la femme que vous voyez, de monstre, Freak en version originale. L'idée de monstruosité, monster, freak, reviendra dès lors tout au long du jeu et trouvera son point culminant dans le terme abomination. Craig est en effet ce que l'on pourrait qualifier rapidement de monstre dans l'horreur ou la science-fiction. Il vient d'une dimension parallèle. Toutefois, l'on pourrait se demander pourquoi il est qualifié comme tel par tant de gens, même ceux comme son collègue Bob, voici Bob en bas à droite, qui ne connaissent pas son origine. Sinon, prenons justement l'exemple de ce collègue. Ce dernier traite le héros de monstre parce qu'il n'a pas le comportement attendu. Par son activité, il n'est pas compris dans un ordre prédéfini, en l'occurrence celui de Bob, et celui en fait un fric. Le monstre est donc celui qui n'est pas dans l'ordre attendu. Il est l'élément qui potentiellement perturbe l'ordre. Il nous semble toutefois qu'il n'est pas la représentation du chaos, comme ça avait été dit dans l'appel, mais celui qui peut amener le chaos. La nuance peut paraître superflue, mais elle est toutefois importante. Les mythes des grands anciens, inspirés des écrits de Lovecraft, ont leur incarnation du chaos, notamment Nyarlathotep, le chaos rampant, ou Ubosatla, la source primale d'impureté, ou un truc du genre. Ils ne répondent, selon leurs auteurs, à aucun ordre connu ou inconnu. Nous pourrions en dire de même du Joker, Clément, dans le Batman de Christopher Nolan. Dans Phantasmagoria 2, le fric répond à un ordre connu. Le sien est d'autant plus connu que c'est aussi celui du joueur ou de la joueuse. Il n'est donc pas
chaos. En tout cas, je vous le souhaite. Toutefois, en introduisant son ordre dans celui des autres, il représente une possibilité de désordre. Il est alors le monstre. Vu ainsi, nous remarquons que Craig est considéré comme un intrus, ne suivant pas les normes dans tous les milieux où il se situe. Son entreprise, sa famille, son couple, l'hôpital psychiatrique et le club sadomasochiste. Toutefois, non, plutôt, toutes les personnes qui croisent ne cessent de le lui rappeler, et même ceux considérés comme frics par l'ordre dominant, les membres du club sadomasochiste, le trouvent trop fragile, je cite. Évidemment, ce constat peut être fait de manière beaucoup plus générale. Craig est un monstre parce qu'il ne vient pas de la même dimension que les êtres humains. Toutefois, il est aussi l'intrus dans la dimension parallèle. Il est né d'éléments qui viennent de notre dimension. Même là, il reste un monstre. Néanmoins, ce dernier fait nous permet de mieux comprendre la monstruosité de Curtis Craig. Il est humain parmi les non-humains et non-humain parmi les humains. Sa nature est double, januaire, alors que tous les ordres que nous avons vus sont constitués en exclusion de l'altérité, selon un modèle ou tu es avec nous, ou tu es un monstre. Le héros répond à un modèle et. Craig est à la fois humain et inhumain. Si nous devions lui donner un lieu où se situer, il serait l'habitant du portail, le fameux, un point de jonction entre deux ordres différents. Et par sa nature double, il est l'intrus dans ces deux milieux d'origine. Une fois ce constat fait, nous remarquons que cette idée redevient de manière moins évidente dans le jeu. Tout d'abord, Craig est un personnage de fiction vidéoludique. C'est le plus évident. Il a sa propre personnalité, ou en tout cas le simulacre que la scénariste et l'acteur lui ont donné. Mais en tant que personnage de jeu vidéo, il est aussi l'incarnation du joueur ou de la joueuse. Il est donc à la fois lui et nous, ce qui le différencie de tous les autres personnages de Phantasmagoria 2. Ensuite, nous apprendrons qu'il est bisexuel, mais n'ose le dire à personne, excepté sa psychanalyste. Il est donc à la fois hétérosexuel et homosexuel, et donc ni l'un ni l'autre. Il ne se confie ni à son amante hétérosexuelle, ni à son ami homosexuel. D'où l'importance. Enfin, une scène assez mystérieuse en elle-même peut donner lieu à des hypothèses. Nous apprenons, alors que Craig se remémore un souvenir, que sa mère, quelques mois avant sa mort, pendaison, l'habillait en robe, c'est-à-dire ici. L'hypothèse la moins probable est que la scénariste pense qu'habiller un garçon en fille est comparable au fait de le frapper ou de le torturer en l'électrocutant. Nous faisons le pari, un peu osé, que ce n'est pas celle que les concepteurs du jeu voudraient que nous conservions. Il reste néanmoins deux hypothèses qui ne semblent pas se contredire. Sa mère, devenant de plus en plus malade, veut que le monde extérieur devienne de plus en plus à son image et lui impose son ordre. Elle essaye donc de transformer son fils en femme et donc en elle, en lui mettant une robe, un échec, puisqu'elle continuera à le traiter de monstre. Ou bien, Curtis Craig est tout simplement non-binaire, à la fois homme et femme. Selon cette hypothèse, sa mère, constatant que l'enfant n'est pas un garçon, essaye de le changer en fille. Là encore, un échec. Dans tous les cas, cela donnerait un sens un peu moins freudien orthodoxe à l'un des cauchemars de Craig à la fin du jeu. Certes, sa mère l'attend avec une cisaille, qu'elle cache ici dans son dos, l'attend avec une cisaille, mais le sous-entendu voulu par les développeurs du jeu est peut-être celui de la castration, mais il y a un but à la mutilation qui ne semble pas être celui envisagé par le psychanalyste autrichien. Le désir d'une mère d'imposer définitivement à son enfant l'appartenance à un genre. Un peu radical. Phantasmagoria 1, scénarisé par Roberta Williams, faisait incarner au joueur une femme confrontée à un monde sexiste. Ouf. La femme à droite. Donc, où le seul homme à peu près sympathique était un handicapé mental, ce qui faisait de lui une sorte d'enfant. Il nous semble que nous pourrions analyser ce jeu selon un angle féministe. Je crois que ça n'a pas été fait. Phantasmagoria 2 reste finalement dans les thématiques de genre et de sexualité en nous faisant incarner un bisexuel hypothétiquement non-binaire. Ces jeux sont sortis dans les années 90. Le jeu vidéo était devenu déjà un marché, depuis longtemps. Il n'était plus vraiment une terre de liberté s'il n'avait déjà été un jour. Déjà à l'époque, des organisations conservatrices telles que Famille de France, en tout cas en France, comme son nom l'indique, voulaient censurer des jeux pour des raisons plus ou moins évidentes. Nous nous souvenons de Carmageddon, dont le but était d'écraser des piétons en voiture. Toutefois, nous ne rappelons plus que ces jeux de Sierra aient déclenché une quelconque polémique autour de leur sujet.
Notons juste aujourd'hui le simple fait que jouer une femme lesbienne, comme dans Last of Us 2, peut faire vociférer certains membres de la communauté vidéoludique. D'ailleurs, nettement plus que pour un jeu qui permettrait d'écraser des patients. Des ordres monstrueux, Paul Warner, le patron. Dans l'une de nos hypothèses, nous avons fait découler les normes d'un ordre d'une seule personne. La mère de Craig pourrait potentiellement vouloir que le monde soit à son image, ou en tout cas correspondant à ce qu'elle pense être. Il en va de même pour des cas moins pathologiques. Revenons au collègue de Craig, Bob. Si celui-ci le traite de monstre, c'est comme nous l'avons développé, parce que le héros ne correspond pas à un modèle attendu par Bob. Mais le comportement attendu est tout simplement le sien. Plusieurs personnes semblables vivant ensemble sont une communauté. Oui, c'est Tonise. Craig est un intrus dans les communautés, mais il est déjà un intrus dans l'ordre fixé par un individu égocentrique. L'insulte est un moyen de dévaloriser l'étranger, de le mettre à l'écart, que ce soit monstre, fragile. Les commentaires, les insultes, les stigmates font partie d'une tactique, consciente ou inconsciente, pour mettre à l'écart la personne visée. En somme, tu n'es pas comme moi, nous, reste loin. Nous voyons dès lors que le souci principal des personnages est de conserver l'ordre fixé selon leurs propres attentes. Selon ce modèle, si Jocelyn, donc l'amante de Craig, réagit violemment lors des disputes avec Craig, c'est parce que ce dernier n'a pas les réactions qu'elle voudrait qu'il ait. Elle projette son propre modèle et s'énerve qu'il n'y corresponde pas. L'ordre idéal est perturbé par la présence d'un élément qu'elle n'avait pas prévu. Il en va de même pour la majorité des personnages. Si Warner, lui, tue ses employés, c'est parce qu'ils ne correspondent pas à l'ordre qu'il leur a fixé. Ils vont contre ses intérêts et donc contre ceux de Wintech. Car évidemment, même si les rapports sociaux permettent de garder constamment cette idée d'ordre, cette dernière est aussi maintenue par le ou la chef, ici Warner, dans le cas de la famille, la mère. D'ailleurs, lors d'un chemin de Craig, Jocelyn voudra tuer ce dernier puisqu'elle ne peut pas le contrôler pleinement. Voici Jocelyn, elle a un revolver. En effet, le meurtre reste l'ultime moyen pour conserver l'ordre tel que les personnages le désirent. Entre assassiner quelqu'un et le mettre à l'écart, le contrôle reste un moyen intermédiaire. Nous remarquons alors que beaucoup de gens autour du héros veulent le contrôler, en commençant par le joueur, ou la joueuse, c'est-à-dire nous. Sa mère Jocelyne, le psychiatre Marek, la plupart des personnages autour de Craig veulent ainsi le manipuler pour qu'il rentre dans l'ordre qu'ils ont décidé. Ainsi, comme le fait remarquer la psychanalyste, même Thérèse, en lui donnant une position de dominant dans une relation sexuelle, garde le contrôle. Warner, lorsqu'il ne tue pas, oblige ses employés à travailler le lendemain de la mort d'un collègue. Tous ces personnages contrôlent Craig pour leurs propres intérêts, qui, dans certains cas, deviennent les intérêts du commun. Ainsi, les intérêts de Warner sont les intérêts de Wintech. Les intérêts de Jocelyn sont les intérêts du couple. Et pour reprendre un point souvent critiqué par les mouvements anti-psychiatrie, les intérêts du psychiatre Marek sont les intérêts de la société. Le dernier cas est particulièrement significatif. Ça, c'est Marek. Alors que beaucoup de gens s'attendraient à ce que la psychiatrie soit au bénéfice du patient, le docteur Marek, en tant que complice de Warner, discipline, sans focalien, Curtis Craig pour le rendre utile à Wintech. En somme, il n'agit pas pour rétablir la santé mentale du héros, le soigner, mais pour le rendre utile à Wintech. Excusez-moi, et en fonction de ce qui lui paraît... Non, désolé. Pour établir la santé mais en fonction de ce qui lui paraît. Je reprends. En somme, il n'agit pas pour établir la santé mentale du héros, mais en fonction de ce qui lui paraît normal et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est donc pas le fait qu'il soit médecin qui lui donne l'autorité, mais bien plutôt parce qu'il est le représentant de l'ordre. L'hôpital psychiatrique devient alors un lieu fermé sur lui-même, strictement ordonné selon la volonté de Marek. S'il y a résistance à cet ordre, le patient prouve qu'il est malade. Ainsi, si Curtis Craig essaye de s'enfuir, il est qualifié de psychotique, d'où la petite séance d'électrochoc. La maladie n'est donc pas souffrance, mais le fait de ne pas être adapté.
Pour adapter l'individu, le psychiatre, avec la collaboration du personnel soignant, utilise les électrochocs, tout comme la mère de Craig utilisait la torture en électrocutant son enfant. L'entreprise Wintech repose sur le même modèle. Paul Warner, c'est ce qui est bon, faire des bénéfices. Si les gens ne sont pas d'accord avec lui, ils sont au mieux punis, au pire tués, parce que mauvais. Une idée dont nous retrouvons le renversement chez certains tenants du néolibéralisme. Ainsi, selon Margaret Thatcher, l'économie, c'est la méthode, l'objectif, c'est de changer l'âme. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il y a bien un lien entre la discipline de l'individu et l'économie. Il pourrait sembler que le jeu soit légèrement orienté politiquement. À ce sujet, il suffit de souligner que le joueur apprend en lisant un mail après la mort de Bob, pour qui aucune réelle sympathie est vraiment construite chez le joueur, que celui-ci faisait partie des républicains. Néanmoins, et pour revenir à notre sujet, Warner n'utilise pas les électrochocs sur Craig pour le discipliner. Il menace de, je cite, le perdre. Or, Wintech est la deuxième famille du héros, celle qu'il a recueillie à la mort de son père. L'abandon chez Craig est un moyen de pression qui semble donc efficace. De la même manière, le héros a peur que Jocelyn, sa amante, le quitte, donc il subit l'ordre de cette dernière. Craig essaye donc de correspondre à tout ce qui est attendu de lui, sans jamais vraiment y arriver. Non pas qu'il est convaincu que c'est bon pour lui, mais parce qu'il a peur d'être puni. Tout devient alors menaçant, il ne peut être réellement lui-même. Il ne parle pas de sa bisexualité et refuse de se montrer avec Jocelyn au travail par peur de perdre son emploi. Comme il le dit lui-même à sa psychanalyste, il ne se sent proche de qui que ce soit. Il est renfermé sur lui-même et n'est à l'aise que chez lui avec sa rate Blob. Nous comprenons dès lors son sentiment d'insécurité exacerbé lorsque Thérèse rentre chez lui par effraction. Nous constatons donc qu'il développe le même schéma de pensée que ceux et celles qui sont face à lui. En effet, il y a deux ordres, le sien et celui des autres. Ce n'est pas ici une forme de mimétisme. D'ailleurs, s'il imitait les autres, ils seraient dans leur communauté. C'est bien plutôt un moyen de défense pour se préserver d'autrui. Il y a toutefois quelque chose qui peut bouleverser l'ordre de Craig, son passé. Ainsi, l'ordre figé ne peut qu'être spatial et non temporel. Évidemment, comme le souligne la psychanalyste, le fait de se remémorer des traumatismes refoulés, entre autres maltraitance et mort de son père, peut être source à court terme de souffrance. Néanmoins, même le fait de se souvenir d'un simple mot semble perturber Craig. Ainsi, lorsqu'il rentre le mot de passe de son ordinateur qu'il disait avoir oublié, son double maléfique le frappe. Le joueur, dans ces conditions, comprend la fonction narrative du double. Il est une sorte de surmoi autonome qui le punit dès lors qu'une chose passée revient à la mémoire du héros. D'ailleurs, ce surmoi le traitera lui aussi de monstre tout au long du jeu. Si le héros peut fuir autrui, il ne peut pas se fuir lui-même. L'envers. Donc, le récit terminant plutôt bien, le protagoniste principal arrivera à faire face à son passé. Lors d'une série de cauchemars imposés par son double, il arrivera ainsi à tenir tête notamment à une Jocelyn armée, que je vous ai montré, à ses collègues devenus des zombies cannibales et à sa mère le pourchassant avec un sécateur. En faisant face à son passé, en quasiment le réparant, il avoue, donc à ce moment-là, il avouera à sa mère qu'il l'aime. Craig ne le fuit plus, mais en fait une partie de lui-même. Ce faisant, il arrive enfin à tenir tête à son double et à le tuer, mettant fin ainsi à une vie de haine et de souffrance. Évidemment, nous pouvons tout aussi bien voir cela comme un acte symbolique. En mettant un terme à l'existence de ce surmoi destructeur, le héros se libère. Dès lors, ces souvenirs, une base de données d'expériences vécues, ne sont pas une source de mal-être. Il peut alors utiliser ces expériences pour les projeter dans l'avenir et avancer. Craig devient alors lui-même un portail entre le passé et le futur. Nous avons précédemment affirmé que la figure du portail entraînait une nature double. Le héros devrait être alors passé et futur. S'il ne l'est pas physiquement, il est en tout cas mentalement, puisqu'il se projette dans l'avenir. Accomplir un projet n'est qu'une mise en application d'une stratégie qui sépare le moi présent du moi futur. Enfonçons une porte ouverte. Si le passé construit notre identité présente,
Le présent construit notre identité future. En somme, pour reprendre une idée d'une grande philosophe Sarah Connor dans Terminator 2, il n'y a pas de destin, que des probabilités de possibles. Grâce à son imagination, Curtis Craig gagne donc une identité temporelle double. C'est aussi un mécanisme utilisé dans la majorité des point and click. Pour atteindre un but, le jeu force le joueur à se projeter et à utiliser ses souvenirs et les objets que son avatar a ramassés. S'il ne le fait pas, le jeu et le temps diégétique du jeu n'avancent pas, condamnant le joueur et le personnage à une sorte de présent permanent. Évidemment, il y aura des événements imprévus, des événements intrus, et le joueur devra en tenir compte pour atteindre son but final. S'il ne le fait pas, il reste bloqué. Nous remarquons donc l'une des caractéristiques principales demandées aux joueurs dans le jeu vidéo. S'adapter à l'événement imprévu, au hasard. Celui-ci reste purement artificiel, prévu par des développeurs du jeu, mais aux yeux du joueur, il correspond assez bien à l'une de ses définitions en tant que rencontre imprévue de deux chaînes de causalité. Formulée ainsi, cette adaptation au hasard serait l'introjection d'un événement paraissant fortuit à sa propre chaîne de causalité et donc à son propre ordre temporel. Cela demande au joueur et à l'être humain en général une réorganisation de son propre ordre. Vous voyez où je veux en venir. Ainsi considéré, nous aurions donc un schéma type j'aurais dû faire un schéma type ordre, événement intrus, bouleversement de l'ordre, introjection de l'événement intrus, nouvel ordre. Cela demande naturellement une imagination un peu plastique que ne permet pas le refus ou le déni de l'événement. Nous retrouvons dès lors la peur des personnages constatée depuis le début de l'article. Ils n'acceptent pas l'altérité intrusive. Cela entraînerait une perturbation de leur ordre. De plus, cette perturbation mettrait fin à ce qu'ils pensent être, même s'il y a une réorganisation. En effet, cette perturbation peut être considérée comme la destruction de l'ordre ancien pour un ordre différent, nouveau. Dans ce cas, l'ordre ancien, ainsi que cet ancien moi, n'existe définitivement plus, ce qui ressemble fortement à la mort. Au fond, ce dont les personnages et les êtres humains évitent en général, c'est alors la mort. Chaque événement, chaque intrus s'inscrit dans un cycle permanent de destruction-création. En somme, l'être humain meurt symboliquement à chaque moment de sa vie s'il veut évoluer. Pour revenir plus particulièrement à Phantasmagoria 2, dans la dimension parallèle, il existe des insectes, ça, ce que vous avez à l'écran. Il existe des insectes, faute de meilleurs mots pour les décrire, que le joueur devra combiner pour progresser. Ce faisant, ces insectes cesseront d'exister en tant qu'êtres singuliers pour former un hybride, une créature nouvelle, mais comportant les caractéristiques de ses ancêtres. Nous pouvons alors comparer ce phénomène avec ce que nous avons précédemment décrit. Prenons par exemple notre Bob. S'il s'ouvrait à Craig, Bob finirait d'être ce qu'il est et deviendrait un hybride Bob-Craig. Nous retrouvons alors l'identité double du héros comme principale thématique du jeu. Mais ce bouleversement de l'ordre de l'individu pourrait fonctionner à n'importe quelle échelle. Le couple Jocelyn-Craig, au lieu d'être celui uniquement de Jocelyn, deviendrait celui des deux membres du couple. Et l'entreprise de Wintech, au lieu d'être celle de Warner, deviendrait celle de tous ses membres. En d'autres termes, elle serait une démocratie radicale. Néanmoins, si au regard de l'une des fins du jeu, l'idée de couple est envisageable, celle de l'entreprise l'est moins. Les développeurs du jeu ont beau ne pas apprécier les républicains, ils ne vont pas au bout de leur raisonnement. La figure du couple permet néanmoins de penser cette possibilité d'hybridité. Celle-ci se fait tout simplement par l'amour et dans une moindre mesure l'amitié, ou pour reprendre les termes de Curtis, se sentir proche de quelqu'un. En aimant, on deviendra donc une nouvelle personne, à la fois son ancien moi et autrui. Le joueur comprendra dès lors que l'acceptation du traumatisme majeur décrit dans le jeu, la maltraitance de la mère, soit faite par Craig en aimant sa mère et donc en lui pardonnant. Phantasmagoria 2 est donc un récit de monstres. Ceux-ci viennent d'une dimension parallèle ou sont plus banalement des monstres moraux. En considérant ce que nous avons dit, peu de personnages peuvent éviter ce qualificatif. Dans ce jeu, l'hybride est perçu comme monstre par une société normée. Mais cette dernière engendre des sadiques comme Paul Warner.
De plus, le schéma de pensée de celui-ci est partagé par la majorité de l'entourage de Craig. Ainsi, si Jocelyne ne tue réellement personne, elle partage de nombreux points communs avec l'assassin. Ce n'est que l'élan vers l'autre qui permettrait de mettre fin à cet état de fait. Dans Phantasmagoria 2, la véritable monstruosité n'est pas tant le chaos, comme il pourrait être chez un auteur comme Lovecraft, qui, à notre avis, n'était pas vraiment sur la même ligne politique que les développeurs du jeu, mais bien un certain type d'ordre figé qui empêche l'évolution des individus et de la société. Notons au passage que, paradoxalement, le modèle économique dans lequel prend place le jeu, le néolibéralisme, repose sur des mots d'ordre d'adaptation constante et sur des principes de darwinisme social. Or, les personnages du jeu ont peur d'évoluer et de muter. Deux principes qui sont au cœur même du vrai darwinisme. Jeu moral et peut-être critique sociale, il semble, dans le deuxième cas, affirmer que le darwinisme et sa variante sociale sont plus que différents. Ils sont antagonistes. De plus, il nous semble que ce jeu était assez novateur à l'époque, non pas par sa technique, mais plutôt par son contenu. Peut-être qu'il était en avance sur son temps, peut-être qu'il serait plus banal aujourd'hui. Toutefois, nous en doutons, notamment pour une raison simple. L'idée que pour évoluer, il faut mourir, ce qui semble assez logique donc dans le contexte de notre analyse, peut ne pas faire consensus, et cela de tout temps et de tous les camps politiques, surtout dans les époques de crise comme celle que nous vivons actuellement. Plus personnellement, nous avons décidé de ne pas citer explicitement d'auteurs dans notre raisonnement. Certains et certaines auront peut-être connu les théories de Mary Douglas sur le pur et l'impur, des travaux sur la psychiatrie et son histoire, notamment ceux de Robert Castel, ou encore les théories sur l'auto-organisation de Henri Atlan, et plein d'autres, mais je ne me rappelle plus. Nous les avons lus, utilisés, et ils font donc partie de nous. Ainsi, nous avons changé, nous ne sommes plus la personnalité passée, notre pensée est devenue l'hybride de la nôtre et des leurs. Nous espérons de la même manière que vous avez apprécié notre travail et que vous êtes alors devenus, vous aussi, hybride. Merci.